Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org avec Rudy Koya en 2009. Et donc dans ce podcast hebdomadaire, nous allons parler de musculation et de lunettes. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, mon acolyte Rudy n'est pas là, donc je vais faire un exercice inhabituel pour moi qui est de parler tout seul dans le vide pendant peut-être 45 minutes. On va voir ce que ça va donner. Alors pour ceux qui prennent le podcast et qui n'ont jamais écouté les milliers de podcasts précédents que nous avons fait depuis 5 ans, donc je vais rappeler que Superphysique est un site qui est dédié à la musculation au naturel, et donc qui contient sur www.superphysique.org des tas d'articles sur la pratique de la musculation pour prendre du muscle, des articles sur la diététique et un forum de discussion encore animé aujourd'hui, il n'est pas mort. Et au fil du temps, d'autres projets se sont greffés sur le site. Donc nous avons notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition que l'on peut retrouver sur www.superphysique.org/nutrition et aussi notre application de musculation pour smartphone qui s'appelle FP Training et que vous pouvez retrouver sur les plateformes de téléchargement Google et Apple. Alors, Rudy n'est pas là, mais je vais quand même faire sa publicité, comme je suis quelqu'un de gentil. Donc, Rudy, lui, est coach musculation depuis 2006, et puis sur son site www.rudykoya.com, on trouve ses livres, ses formations, ses analyses morphologiques, ses coachings, tout ça. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et quant à moi, j'ai mon site musculation-alter.fr pour tous ceux qui veulent faire de la musculation juste avec des haltères et un banc à domicile chez eux. Et vous pouvez retrouver sur ce site aussi le livre que j'ai écrit sur le sujet il y a quelques années. Voilà pour la partie introduction. Alors dans ce podcast, qui existe depuis plus de 5 ans maintenant, il y a grosso modo 2 parties, donc la partie actualité de la semaine, si on peut dire, et puis la partie où on répond, et donc où je vais répondre à quelques questions qui ont été sélectionnées sur les forums de discussion Superphysique. Donc je vais commencer par la partie actualité. Et donc cette semaine, je suis tombé sur un article qui dit qu'en France, 7 personnes sur 10 portent des lunettes. Alors j'ai cherché un petit peu à me renseigner sur le sujet, mais apparemment on trouve déjà un article qui en 2014 dit qu'il y a 7 personnes sur 10 de plus de 20 ans qui en France portent des lunettes. Donc si je me base sur cet article-là qui date de 2014, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de progression sur ce chiffre-là. C'est pas bien clair, mais en tout cas convenez que c'est assez spectaculaire. Et il semblerait que les jeunes, de plus en plus jeunes, doivent porter des lunettes. Et ce serait dû notamment à, je vous le donne en mille, le temps passé devant les écrans. Et voilà, parce que non seulement quand on est assis à regarder la télé ou à faire du smartphone, on se retrouve avec un coup de tortue, les épaules en avant, une amnésie des fessiers, et en plus, on se flingue les yeux, et on doit porter des lunettes de plus en plus jeunes, parce qu'on a les yeux bousillés avant l'âge. Cependant, je voudrais quand même mettre en perspective ce truc-là, parce que je trouve que c'est un petit peu interpellant de voir qu'il y ait autant de gens que ça qui portent des lunettes. Alors il n'est pas dit dans l'article si c'est en permanence ou une partie de la journée, mais on se dit, est-ce que vraiment les êtres humains sont faits de telle manière que 7 êtres humains sur 10, en tout cas donc en France, doivent porter des lunettes. C'est un petit peu interpellant quand même. Et parfois, je me demande s'il n'y a pas une espèce de surenchère dans ces histoires de lunettes où, je sais pas, on va lire un peu, on va peut-être avoir mal aux yeux, puis on va se dire, ah bah tiens, j'ai lu 2 heures, j'ai mal aux yeux, peut-être que je devrais porter des lunettes. Hop, on va chez le spécialiste ou l'opticien, et puis évidemment lui vous dit, ah bah oui, bien sûr, vous avez besoin de lunettes, et puis hop, vous partez avec des lunettes. Et ensuite, vous mettez vos lunettes chaque fois que vous lisez ou chaque fois que vous faites une activité, vous avez besoin de faire des choses qui nécessitent de voir de près. Et puis, petit à petit, vous portez vos lunettes régulièrement. Et puis, vous vous apercevez qu'une fois que vous les enlevez, vous êtes incapable de lire.
C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez lire, et puis peut-être ça vous faisait un peu mal à la tête, mais sauf qu'après 2 ans de lunettes, eh ben, vous n'arrivez même plus à lire du tout sans lunettes. Et en fait, en dehors des pathologies qui sont extrêmement claires, hein, par exemple si vous êtes complètement myope ou je ne sais quoi, là vous avez vraiment des pathologies au niveau des yeux, que je ne maîtrise pas par ailleurs, je me demande quand même si parfois on n'abuse pas un peu des lunettes, et puis qu'à la fin, au final, les yeux ne réalisent plus un travail d'adaptation. Hein. C'est pourquoi ils sont faits. Hein. On a des yeux, c'est pour voir à différentes distances, dans différents contextes, quand il fait nuit, quand il fait jour, tout ça. Et en fait, je me dis que ça se trouve, à force d'être dans un environnement qui n'est pas, qui ne nécessite pas tant d'adaptation pour les yeux, par exemple, avoir les lumières qui sont toujours allumées, puis au final on n'est plus habitué à essayer de voir un peu dans la pénombre, ou voilà, mettre toujours des lunettes dès qu'on fait une activité, voilà, dès qu'on lit ou dès que on regarde quelque chose de près. Et ben voilà, je me demande si finalement, à force, on n'affaiblit pas aussi un peu ses yeux, et ça expliquerait qu'à la fin il y a autant de gens qui aient besoin de mettre des lunettes. Et je vais prendre un autre exemple. Il y a quelques décennies, dès que quelqu'un avait mal au dos, il allait chez le médecin, hop, et on lui prescrivait du repos, et ou de mettre une espèce de ceinture de maintien en permanence pour soutenir le dos. Et sauf qu'aujourd'hui, quand même, on en revient un peu de ce truc-là parce que on a vu que finalement, ça, sur le moment, ça fait du bien, mais au final, ça règle pas le problème parce que du coup, les muscles du dos ont tendance à s'affaiblir en portant régulièrement une ceinture de maintien. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un peu le même phénomène dans certains cas avec les lunettes. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qu'a fait la modernité dans nos vies, si on essaye de réfléchir chaque étape de nos vies, de notre vie de tous les jours, tout ce qu'on fait, on s'aperçoit qu'en fait le corps n'a plus à gérer de la variabilité, et je pense qu'à la fin ça crée plein de problèmes. Je vais vous donner un autre exemple avec la température. Donc là, en ce moment, on en parle beaucoup avec les histoires d'électricité et tout ça pour cet hiver. Mais par exemple, voilà. Si vous avez dans toute votre maison des thermostats qui mettent la température en permanence, je sais pas moi, 19, 20 degrés ou peu importe, mais en tout cas une température bien fixée, si dans votre voiture, apparemment sur les voitures modernes, parce que la nôtre elle est très ancienne, on peut même mettre la température, et s'il fait trop chaud dehors, il y a la clim dans la voiture, et s'il fait trop froid dehors, il y a un chauffage dans la voiture, et en gros, vous avez en permanence une température constante dans votre voiture. Et quand vous prenez votre douche chez vous, maintenant il y a des espèces de robinets. Avant, dans le temps, on avait un robinet d'eau froide, un robinet d'eau chaude, et puis il fallait régler un par un indépendamment pour avoir une température qui nous convienne. Alors que maintenant, quasiment instantanément, on a la bonne température et elle reste toujours à la bonne température habituelle. Et donc du coup, ça fait que d'une certaine manière, le corps a pu à s'adapter à des différences de température parce qu'on a à peu près toujours la même tout le temps. Et moralité, après, dès qu'il y a un petit coup de froid, les gens sont pas bien. Dès qu'il y a un petit coup de chaud, les gens sont pas bien. Ils perdent cette faculté d'adaptation. Et je pense qu'après, ça fait que aussi on est plus sensible aux bactéries, aux microbes et aux virus qui passent. Parce que le moindre truc nous fait un espèce de coup de froid, donc du coup notre système immunitaire est pas bien, et puis après on attrape des trucs. Et donc c'est pour ça que moi je suis pour que le corps ait à subir une espèce de variabilité. Donc je suis anti-lunettes de confort, et si au bout de 2 heures de lecture j'ai un peu mal aux yeux, je considère que c'est normal, je change d'activité et voilà. J'évite d'allumer les lumières chez moi le matin. S'il y a un petit peu de pénombre et que je peux quand même faire mes activités dans la pénombre, je les fais dans la pénombre. Alors pas l'ordinateur évidemment, parce que du coup il y aura un contraste trop fort entre la pénombre et l'écran de l'ordinateur qui ferait du scintillement. Donc évidemment ça je ferai pas ça. Mais voilà, prendre le café dans la pénombre, je sais pas moi, me raser dans la pénombre ou des trucs comme ça, je trouve que c'est bien, parce que comme ça, mes yeux s'adaptent à différents contextes, et en tout cas, je n'ai pas besoin de lunettes, et tout va très bien pour moi de ce côté-là. Et je vais enfin finir sur un dernier exemple, parce que, comme j'ai dit, j'essaie de réfléchir un peu à tous les aspects de la vie
où finalement on modernise les choses et on fait des choses sans plus y penser. Je parlais des chaussures. Là, ça paraît complètement ridicule de marcher pieds nus. Si vous marchez pieds nus dans la rue, vous allez passer pour un fou. Et puis, même si vous n'êtes pas dans la rue, mais je sais pas, simplement à la campagne, marcher pieds nus en allant vous promener ou quelque chose comme ça, tout le monde va dire, mais qui c'est ce zigoto qui marche pieds nus, quoi. Et donc, on met des chaussures tout le temps. Et en plus, on met des chaussures qui sont surélevées au niveau du talon. Et donc, ceci a pour conséquence, du coup, on est toujours habitué à marcher en chaussures, donc du coup, on perd la sensation de contact qu'on a entre notre pied et le sol. Et comme le pied, c'est un peu comme les mains, il y a des tas de récepteurs dans le pied, il peut faire plein de choses, mais on perd complètement cette sensibilité parce qu'on est toujours habitué à nos chaussures, qui ont en plus une espèce de semelle intérieure molletonnée, tout ça. Et si, comme moi, vous faites l'expérience de marcher pieds nus au moins ponctuellement, voilà, sur des graviers ou dans de l'herbe ou dans du sable, dans de la terre, c'est assez rigolo parce que on sent bien que le pied c'est un peu comme une main, c'est très sensible, il est très sensible à tout ce qui touche, c'est même assez agréable. Et puis on se dit, du coup, sûrement qu'il y a des récepteurs dans le cerveau, des choses qui sont activées quand on marche pieds nus et qu'on est au contact de différents matériels, à différents taux d'humidité, ça peut être un peu plus froid, un peu plus chaud, et je pense que tout ça participe en fait du bon fonctionnement naturel du corps humain, quoi. On ne doit pas nécessairement avoir besoin de chaussures comme ça en permanence. Après on ne supporte plus rien. Et par ailleurs, les chaussures, comme elles ont un talon, ça a un talon qui est plus ou moins important, mais ça déforme un petit peu la marche. Si vous faites l'expérience de marcher pieds nus régulièrement, vous voyez bien que la marche n'est pas la même. On n'attaque pas le sol avec le talon. On a plutôt tendance à marcher pied, on va dire, qui attaque le sol à plat, voire même s'il y a beaucoup de gravier, on a plutôt tendance à attaquer avec la pointe du pied, histoire de tester un petit peu le sol et de ne pas mettre tout son poids sur le sol, et seulement après on va poser le talon. Parce que si on attaque le sol trop lourdement puis qu'on marche sur des graviers, après ça pique les pieds, et donc on a tendance à marcher de manière plus légère. Et du coup, tout ça pour moi, de mon point de vue, fait des adaptations, fait créer de la variété. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le corps. Et voilà, et je pense que c'est encore un autre exemple où trop de confort, entre guillemets, nuit après à nos aptitudes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, récemment je suis parti en randonnée, et donc j'ai fait une descente de randonnée de 900 mètres de dénivelé, entièrement pieds nus. Alors j'aime autant dire qu'on m'a pris pour un fou, et que parfois c'était un petit peu rude, mais je l'ai fait, et c'était fort rigolo et fort agréable, parce que d'habitude, dans les descentes, pour ceux qui ont déjà fait de la randonnée, quand ça descend de manière assez raide, ça a tendance à faire mal au bout des pieds, parce que les pieds s'enfoncent dans la chaussure. Du coup, on a tout mal aux ongles et tout ça, c'est pas agréable. Alors que pieds nus, la descente m'a paru beaucoup plus naturelle. Sauf évidemment quand il y avait des graviers où là, c'était un petit peu plus dur, ça piquait les pieds. Mais voilà, j'ai tenu le truc, si on peut dire, et c'était très, très amusant. Et donc, ce sera tout pour ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas si vous mettez des lunettes, ou des lunettes de confort, ou s'il y a des opticiens et tout ça qui écoutent ce podcast. Mais voilà, je voulais questionner avec vous ce besoin de mettre autant de lunettes. Et évidemment, comme toujours, on voit que les écrans, c'est très mauvais, et particulièrement jeunes. Ça nique absolument tout, et apparemment ça nique donc les yeux. Alors le deuxième sujet que je voulais aborder, ce sont deux vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube Team Superphysique. Alors c'est deux variantes de pompes, donc notamment une variante de pompe que j'ai appelée les pompes grenouilles et une variante de pompe que j'ai appelée les pompes dauphins. Alors, je vous laisse regarder les vidéos, je ne veux pas les détailler là en audio, ce serait un peu ridicule. Par contre, dans ce que j'ai appelé les pompes grenouilles, je mélange ce qu'on appelle une pompe pliométrique
avec autre chose. Et ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les pompes pliométriques. Alors c'est très simple, tout le monde connaît ce qu'on appelle une pompe claquée. Donc en gros, on fait la pompe et puis après, au moment où on remonte de manière explosive, on décolle les mains du sol, on claque les mains et après on remet les mains en position pompe. Et c'est assez difficile à faire, il faut vraiment être très explosif pour pouvoir faire la claque des mains et remettre ensuite les mains exactement à la même position. Et donc ce qu'on appelle les pompes pliométriques est une variante plus facile des pompes claquées, c'est-à-dire qu'on va juste faire une pompe de manière explosive et en essayant de décoller les mains du sol, mais on ne fait pas la claque. Et c'est une version des pompes très intéressante parce que techniquement c'est pas très compliqué à faire, il faut juste être plus explosif et chercher à décoller les mains du sol par rapport à une pompe normale, mais sinon techniquement il n'y a rien d'autre qui change. Et l'avantage des pompes pliométriques, c'est que si on essaye d'être explosif le plus possible à chaque répétition, on fatigue assez rapidement et du coup on peut se retrouver j'aime pas trop ce terme d'échec musculaire, mais en gros, autour de 10 répétitions, on commence à être fatigué, et du coup, on est plus dans une plage de répétition qui ressemble à une plage de répétition de pratique de musculation, que d'essayer de faire le maximum de pompes possibles traditionnelles, où quand on a l'habitude, on peut en faire 30, 40, éventuellement même 50 si vraiment vous en faites régulièrement et puis que vous développez votre endurance musculaire pour faire les pompes. Et là, dans ce cas-là, on s'éloigne vraiment de la pratique de la musculation. Mais là, avec la pompe pliométrique, il y a moyen d'augmenter la difficulté tout simplement. Et pour ceux qui se souviennent des précédents podcasts, ça me rappelle un peu ce dont j'avais parlé avec ce que j'appelais les squats sautés sur une box, où en gros l'idée c'était de s'accroupir, de faire comme du squat à vide, on s'accroupit et ensuite on saute le plus haut possible sur une box ou sur une marche d'escalier qui serait très très haute. Et comme ça, en une dizaine de répétitions, on fatigue ses cuisses comme si on faisait du squat avec une barre, parce qu'en fait, c'est l'explosivité qui rend l'exercice difficile en fait. C'est l'explosivité volontaire qui fait que du coup on fatigue très vite et que même il y a une certaine prise de muscle qui peut se passer parce que finalement quand on fait du squat avec la barre ou quand on fait du développé couché, en réalité on explose, mais puisqu'il y a le poids à porter, visuellement ça n'explose pas, le mouvement est lent. Mais au niveau musculaire, on a bien fait une démarche d'explosion. Et donc on a sollicité, on a contracté ces fibres musculaires comme si on explosait. Et voilà, et donc du coup on peut reproduire ce phénomène en faisant des pompes pliométriques ou du squat sauté. Et du coup on n'a plus besoin de la barre, mais on arrive un petit peu à la même chose. Et donc les pompes pliométriques, ça peut être une variante intéressante des pompes pour ceux qui n'ont pas de gilet lesté et puis qui parfois sont en vacances ou que sais-je et puis ont envie de faire des pompes pour s'entretenir. Alors, troisième sujet, régulièrement on me dit, en regardant les vidéos que j'ai postées sur YouTube, que je suis souple et que ça doit être dû au karaté. Donc ça, plusieurs fois j'ai eu ce message-là. Alors pour l'anecdote du karaté, ça fait 26 ans que j'en ai pas fait. Par ailleurs, c'est pas de faire du karaté qui rend souple. Ça me rappelle un peu quand on dit ah oui, toi tu parles bien anglais, tu as passé 2 ans en Angleterre, c'est pour ça que tu parles bien anglais. Mais en fait, c'est pas le fait de passer X années dans un pays étranger qui va vous faire apprendre la langue par magie en fait. C'est surtout que quand on va dans un pays étranger pendant plusieurs années, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre la langue et donc de faire des cours de manière régulière. Et puis en plus, on peut la pratiquer parce qu'on est dans le pays étranger, donc du coup on est dans un processus d'apprentissage. Et en plus, on pratique. Et du coup, c'est pour ça que passer du temps à l'étranger est efficace après pour maîtriser la langue en question. Mais vous pouvez aller dans un pays étranger, ne rien apprendre du tout, y rester 10 ans et pas pouvoir parler un mot du 10 pays.
D'ailleurs, j'avais des anecdotes comme ça, des personnes chinoises qui habitaient à Paris, je crois dans le 13e arrondissement, qui pratiquaient un genre d'entre-soi, et en fait, au bout de 20 ans, ils savent même pas parler français, en fait, s'ils n'ont jamais été dans la démarche d'apprendre. Et avec le karaté, ou avec n'importe quels arts martiaux, c'est pareil, en fait, c'est pas la pratique de l'art martial en lui-même qui vous rend souple, mais c'est parce que, en général, on va faire beaucoup d'exercices d'étirement, d'assouplissement, avant l'entraînement, ou même en dehors des séances d'entraînement. Et typiquement, la dernière fois, je suis tombé sur un PDF d'un maître ou d'un professeur de taekwondo qui recommandait, pour progresser dans les coups de pied hauts ou les coups de pied sautés de taekwondo, de faire 30 minutes d'exercice d'étirement et d'assouplissement tous les matins. Donc en plus des séances de taekwondo. Et donc du coup, c'est pas le taekwondo en tant que tel qui rend souple, mais c'est de respecter ce qu'il dit et de faire 30 minutes d'exercice d'étirement et de souplesse tous les matins. Et dans mon cas, c'est exactement la même chose. En fait, il se trouve que depuis quelques temps, je fais encore plus d'exercices de mobilité et de souplesse qu'avant, avant mon entraînement et après mon entraînement. Voilà, j'en fais plus. Et du coup, effectivement, petit à petit, je retrouve une bonne souplesse que j'avais il y a 26 ans, mais en fait, cette souplesse que j'avais il y a 26 ans, il y a longtemps que je l'avais perdue, en fait. C'est juste que je suis en train de la retrouver petit à petit. Et donc voilà, si jamais vous voulez être aussi souple que moi dans les vidéos, et c'est un petit niveau de souplesse, c'est juste qu'il faut travailler ça de manière spécifique. Ce n'est pas magique et ce n'est pas dû à la pratique du karaté, ou en tout cas, ça voudrait dire qu'il y a un effet mémoire qui remonte à très loin. Alors maintenant, je propose de passer aux questions que j'ai sélectionnées sur les forums. Alors comme bien souvent, c'est des questions qu'on a déjà abordées dans les centaines ou milliers de podcasts qu'on a déjà enregistrés. Donc ceux qui écoutent tout depuis le début, ils auront l'impression d'une répétition. Mais c'est comme ça. Alors j'ai une question de Arnold qui nous dit que beaucoup de youtubeurs déconseillent la split routine ou la routine divisée dans la pratique de la musculation, alors que nous, sur Superphysique ou dans l'appli SP Training, on a des programmes qui sont basés sur une routine divisée. Donc comment se fait-il que des youtubeurs disent le contraire de nous ? Alors, pour mémoire, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne recommande pas nécessairement la split routine à tout le monde. C'est qu'en fait, elle est adaptée à un niveau en musculation. Et souvent, les conseils de YouTube ne sont pas contextualisés. Alors qu'en fait, il faut contextualiser. Donc nous, notre philosophie sur Superphysique, elle est assez simple. Pour les gens qui sont débutants, on recommande plutôt ce qu'on appelle le full body. Donc c'est d'entraîner tous les muscles du corps à chaque séance. On va dire 3 fois dans la semaine en moyenne. Donc débutant, alors après la définition varie. Moi j'ai l'impression que Rudy au fil du temps a abaissé un peu les critères de ce qui était un débutant, parce qu'il s'est adapté on va dire au monde d'aujourd'hui où les gens sont moins en forme qu'avant. Mais pour moi un débutant en gros c'est moins de 10 répétitions à 60 kg au développé couché, pour moi on est débutant. Et donc dans ce cas-là, on préconise plutôt ce qu'on appelle un full body. Après, au niveau intermédiaire, donc là le niveau intermédiaire pareil, avec Rudy on peut avoir des différences au niveau de comment établir le niveau, mais moi je dirais qu'en dessous de 10 répétitions à 90 kg au développé couché, donc entre 10 à 60 et 10 à 90 kg au développé couché, on est intermédiaire de mon point de vue, et là on recommande plutôt ce qu'on appelle un half body, c'est en gros on divise le corps en deux, et il faut donc 2 séances d'entraînement pour entraîner tout le corps. Alors après, il y en a qui font cette division soit la moitié haute du corps, c'est-à-dire tous les muscles du haut, et la moitié basse du corps, mais c'est pas nécessairement ça en fait. On peut faire par exemple les cuisses et les bras,
Et puis à l'autre séance, on ferait pecdo, épaules, abdos. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir cuisses pour une séance et puis tout le reste pour l'autre, parce que sinon la deuxième séance en dehors des cuisses, elle serait souvent trop longue. Donc voilà, l'idée c'est de séparer le corps en deux, mais au niveau de la répartition des groupes musculaires, il y a différentes stratégies qui sont possibles. Et enfin, quand on passe au niveau avancé, donc on va dire plus de 10 répétitions à 90 kg au développé couché, ben là on a tendance à recommander ce qu'on appelle une routine divisée, où du coup les différents muscles du corps vont être travaillés sur au moins 3 séances. Donc ça peut même être 4 ou 5 séances pour les entraînements qui sont extrêmement divisés. Et en général, plus on devient fort et très musclé, plus on a tendance à éclater le plus possible ces entraînements. Et donc du coup, en tant que tel, c'est pas que on conseille la routine divisée, c'est que au fur et à mesure de la progression, on a tendance à recommander la routine divisée. C'est ça la stratégie que nous avons chez Superphysique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même voir aussi que la plupart du temps, pour convenir à l'organisation du plus grand nombre, aux gens qui travaillent, il y a une organisation qui est basée sur 7 jours. Donc typiquement, si on fait du full body, on fera 3 séances dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi par exemple. Et puis on garde le week-end pour la famille, faire des trucs, du travail cardiovasculaire, de la marche, si on veut faire un week-end sportif. Mais voilà, on est basé sur les 7 jours de la semaine. Et de la même façon, si on fait un half body, on peut faire une séance A et une séance B le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui fait qu'il y a des semaines où on fera 2 séances A, puis il y a des semaines où on fera 2 séances B. Et naturellement, du coup, avec une routine divisée, si on divise l'entraînement du corps sur 3 séances, on va s'entraîner à nouveau lundi, mercredi, vendredi. Et du coup, on a 2 jours de repos le week-end. Mais ça, en fait, ce truc-là n'est pas toujours optimum, et même, j'ai envie de dire, c'est pas optimum. On peut très bien envisager une routine divisée qui serait basée que sur 6 jours. Et donc, du coup, on s'entraînerait d'abord le lundi, repos mardi, mercredi, on s'entraîne à nouveau, repos le jeudi, vendredi, on s'entraîne à nouveau, repos le samedi, et là, le dimanche, on s'entraîne à nouveau, puis on referait la séance qu'on avait fait le lundi précédent. Et du coup, on a une organisation qui est sur 6 jours au lieu de 7. Et il y a beaucoup de professionnels du culturisme dans les années 90 qui avaient ce genre d'organisation, en fait, qui n'est pas basée sur 7 jours. Parce que c'est vrai que 7 jours, on peut trouver que ça fait trop de repos, en fait. Parce que du coup, on a un muscle qui est entraîné directement qu'une seule fois par semaine, alors qu'on aurait envie que ce soit peut-être une fois tous les 6 jours ou une fois tous les 5 jours que ça collerait mieux. Mais voilà, l'inconvénient, c'est que du coup, on s'entraîne toujours à des jours différents. Et on va s'entraîner parfois le week-end, et c'est difficile à intégrer avec une vie de famille ou même avec une vie professionnelle. Et donc, du coup, on recommande, on évite de proposer des programmes comme ça, mais en tout cas, pour ceux qui peuvent, c'est probablement une meilleure stratégie de s'éloigner de ce truc-là sur 7 jours, en fait, et d'être basé sur 6 jours ou sur 5 jours, que l'on fasse un half body ou une split routine. Et d'ailleurs, Dorian Yates, donc on cite souvent, qui est un grand culturiste des années 90, et dont on a répertorié tous les programmes d'entraînement au fur et à mesure de sa carrière sur le site www.superphysique.org, lui, il avait tendance à s'entraîner sur 5 jours ou 6 jours au début de sa carrière. Et il a même gagné le championnat britannique de culturisme en 1986 en faisant un half body sur 5 jours ou 6 jours. Donc pour vous dire que voilà, même avec un half body, on peut quand même aller loin en termes d'entraînement, vu qu'il a réussi à gagner le championnat britannique. Bon, après, il prenait des produits dopants, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors ensuite, deuxième question. Donc quelqu'un qui nous dit, faut-il forcer à chaque série pour les exercices polyarticulaires? Donc c'est une question qu'on a déjà eue plein de fois, mais donc ce sera un rappel. Il nous dit,
Bonjour, il m'arrive souvent de perdre en force au fil des séries sur des exercices polyarticulaires. D'ailleurs, comme sur des exercices d'isolation. Par exemple, je peux faire 10 répétitions, puis 8, puis 7, puis 5 répétitions sur du développé couché, alors que je prends 2 minutes de repos. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il est mieux de faire son maxi à chaque série, donc 10, 8, 7, 5, ou d'essayer d'adapter pour avoir un nombre constant, par exemple 7, 7, 7, 7. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé de nombreuses fois, et effectivement, quand on commence à s'entraîner puis qu'on a les crocs, on a tous envie de forcer à chaque série, et du coup, on est naturellement, intuitivement, on va vers un schéma du type 18, 7, 5. Et d'ailleurs, c'est vraiment assez cohérent son exemple. Et voilà, on a tendance à aller vers ce truc-là, en se disant, puisque je force à chaque série, mon corps va me récompenser, et il va surcompenser de cet effort en musculation, et du coup, je vais progresser plus vite, parce que j'ai forcé sur 4 séries. Mais en fait, de notre expérience, c'est pas la bonne méthode, et la bonne méthode, c'est plutôt d'utiliser un poids plus léger, et de garder un nombre de répétitions constant. Donc là, il avait mis comme exemple 7, 7, 7, 7, mais pour du développé couché, dans un but de prise de muscle, on serait plutôt entre 8 et 12 répétitions. Donc mettons, 4 séries de 10. Mais du coup, sur les 4 séries de 10, au moins les 3 premières vont être, entre guillemets, faciles. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller à fond sur chacune des 3 séries. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'on a déjà parlé plein de fois, en fait, l'échec, ce qu'on appelle l'échec musculaire, ou le fait de forcer à fond, c'est un peu relatif. Et ce sera l'occasion d'avoir une bonne technique d'exécution, de chercher à être le plus explosif possible à chaque série. Et du coup, vous avez si vous faites le calcul, souvent vous avez un tonnage, c'est-à-dire si vous multipliez le nombre de répétitions par le nombre de kilos pour chaque série que vous faites, vous vous apercevez que souvent vous arrivez à un tonnage plus important quand vous pratiquez la deuxième méthode que quand vous pratiquez la première de forcer à chaque fois. Le tonnage est meilleur en fait quand on ne force pas à chaque série. Et donc, c'est pour ça que nous on recommande plutôt la deuxième méthode. Et par là-dessus, on va rajouter ce qu'on appelle un cycle de progression où petit à petit, on va essayer de grappiller une répétition par-ci, une répétition par-là, et également 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Et pour ceux qui ont suivi les podcasts depuis le début, moi j'ai même une stratégie de progression qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que la répétition que je vais grappiller, ou le kilo supplémentaire que je vais ajouter, j'ai tendance à l'ajouter sur les dernières séries. Donc typiquement, je donne un exemple, plutôt que de faire 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps, et à la séance d'après faire 11 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps, moi je préconise plutôt de faire 10, 10, 10, 10 à la première, et à la deuxième séance, je ferai 10, 10, 10, 11. Et à la séance d'après, je ferai 10, 10, 11, 11. Et la séance encore d'après, 10, 11, 11, 11. Et après, vous avez la logique. Bon, là, j'ai augmenté le nombre de répétitions, mais on aurait pu faire pareil en augmentant les kilos. Mettons que on reste sur du 10 reps, et on fait, 80 kilos, 80, 80, 80, 80, et à la fois d'après on fait 80, 80, 80, 82, 80, 80, 82, 82, et encore 80, 82, 82, 82, pour finalement aboutir à 82, 82, 82, 82, et la fois d'après ce sera, attention, roulement de tambour, 82, 82, 82, 84. Et voilà, l'idée c'est de faire la progression sur les dernières séries plutôt que les premières. Alors il y en a qui diront que c'est un détail, le principal est de suivre un cycle de progression, c'est-à-dire de bien avoir planifié une progression dans ses charges, dans ses répétitions, pour bien progresser à chaque séance et ne pas s'entraîner au hasard. Et moi j'ai remarqué que quand on a tendance à garder du jus et à faire l'augmentation sur les séries finales, c'est plus facile mentalement, et comme ça on est bien explosif sur toutes ces séries, alors que quand des fois on force trop sur la première et qu'on n'a plus d'explosivité sur les suivantes, la séance est un petit peu gâchée.
On n'est plus tout à fait dedans, on est un peu déçu de ses performances. Et alors qu'en faisant l'augmentation sur la fin, eh ben, on a moins de chances d'être déçu. Et d'ailleurs, moi qui fais des tests actuellement de très nombreux exercices au poids de corps, eh ben, j'utilise un peu la même stratégie. Et donc, c'est-à-dire que si je vais faire 3 séries de pompes, on va dire, complexes, et ben, je vais faire une série de pompes dites yoga, donc j'ai fait une vidéo dessus, une série de pompes indiennes, et la 3e série, ce sera une série de pompes plongeantes. Et donc, en gros, à chaque étape, la difficulté est augmentée. Mais je commence pas par les pompes plongeantes parce que après je serai grillé pour les suivantes. Je préfère avoir une espèce de progression dans la difficulté. Je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, une dernière question, cette fois-ci que j'ai récupérée sur YouTube, où j'ai un certain Nicolas qui a publié un commentaire en bas d'un exercice qui s'appelle le barre-front. Voilà, donc c'est une vieille vidéo d'un exercice de barre-front qu'on avait mis. Et donc Nicolas, il me dit que c'est un exercice pourri et qu'il n'en peut plus de voir cet exercice qui est recommandé ou qui est mis sur YouTube. Et je lui dis que je suis fort étonné qu'il pense que c'est un exercice pourri, vu que c'est ce qu'on peut dire l'exercice de base pour développer les triceps. Et il a certes l'inconvénient d'être stressant pour les articulations, pour l'articulation du coude, hein, ça on le sait depuis longtemps. Mais bon, le barre-front, c'est l'exercice de base pour les triceps. Certes, il y a des exercices polyarticulaires comme les dips et le développé couché prise serrée qui peuvent fonctionner pour certains pratiquants, mais ça ne fonctionne pas chez tout le monde, alors que le barre-front, avec une barre Z, spécialement si on triche un peu, si on laisse aller le coude vers l'arrière. Donc si Rudy était là, il me dirait oui, comme au Magic Triceps ou comme au Triceps Pullover. Je préfère appeler ça Triceps Pullover. Je vais profiter qu'il n'est pas là pour le faire enrager. Voilà, si on fait le barre-front comme un Triceps Pullover, bah, c'est encore même plus efficace pour les triceps. Même si, bah, comme je le dis, l'articulation du coude morfle un peu à la longue, parce que du coup, cet exercice permet de prendre des poids assez lourds et c'est pas l'idéal, mais il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement efficace pour développer les triceps. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dès qu'on fait cet exercice, il congestionne énormément, puisque la longue portion du triceps est étirée, on a facilement des courbatures, tout ça, enfin bref. C'est un bon exercice et c'est pas pour rien que depuis des décennies, les culturistes professionnels pratiquent cet exercice et c'est souvent un exercice phare de leur séance pour entraîner les triceps. Et il me répond, le dit Nicolas, il me répond, regarde la vidéo de Bodysim où il parle des exercices et notamment celui-là, les 7 pires exercices en musculation. Alors, avant, je n'allais pas trop sur YouTube, et d'ailleurs, c'était peut-être pas plus mal. Mais dernièrement, je me suis mis à y aller quand je me suis mis à la corde à sauter parce que je cherchais des infos sur les exercices de corde à sauter. Et puis là, que je me suis mis à explorer les possibilités de l'entraînement au poids de corps, j'ai aussi regardé pas mal de vidéos YouTube sur les exos au poids de corps. Et du même coup, je suis rentré un peu, j'ai découvert ce qui se passait sur YouTube sur la pratique de la musculation. Et je pense que sur à peu près n'importe quel exercice de musculation, je peux trouver une vidéo où il y a un type qui va dire que c'est le pire exercice de musculation et un autre type qui va vous dire que c'est le meilleur exercice de musculation. Donc ça, pour chaque exo, je pense qu'on peut trouver une vidéo et ça marche aussi pour les étirements. Hein. Il va toujours y en avoir un qui va dire ça c'est le pire étirement, ça c'est l'étirement que vous devez faire pour changer votre vie, c'est l'étirement à faire. Et on a des tonnes de vidéos YouTube là-dessus. Et comme on l'a déjà dit des tas de fois avec Rudy, malheureusement, YouTube, c'est vraiment pas un bon truc pour apprendre des choses sur un sujet. Une fois que vous connaissez un peu un sujet, on peut éventuellement aller picorer sur YouTube, mais quand on n'y connaît rien, se baser sur YouTube, c'est fort compliqué. Et en l'occurrence, pour le barre-front, je suis désolé, ça fait depuis la nuit des temps que c'est comme ça, c'est le meilleur exercice pour les triceps, en tout cas pour la plupart des gens. Nonobstant le fait, comme je l'ai dit, qu'il est un peu dur sur l'articulation du coude. Ça, effectivement,
c'est un fait. Et voilà, donc j'arrive à 40 minutes, donc je pense m'arrêter là. On espère que Rudy sera en pleine forme la semaine prochaine. Et bien moi je vous dis salut et à bientôt. Ciao.